Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne de la voix aux chercheurs du numérique. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'un expert qui nous éclaire sur ses travaux et nous plonge dans les mondes de la recherche et du numérique. Aujourd'hui, mon invité est Olivier Levillain. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, on est là pour mieux vous connaître. Petit CV Express, à seulement 28 ans, vous êtes qui ? J'ai commencé ma carrière en cybersécurité à l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, où j'ai été membre du laboratoire sécurité des systèmes pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Ensuite, j'ai pris la tête d'un laboratoire plutôt dédié aux aspects réseau, donc à la sécurité du réseau. Et j'ai fait un 3e poste à l'ANSSI qui était cette fois plus sur les aspects enseignement, puisque j'étais responsable du centre de formation de 2015 à 2018, date à laquelle j'ai rejoint Télécom Sud Paris. En parallèle de ça, je faisais une thèse donc à l'ANSSI et voilà, depuis je suis donc maître de conférence à Télécom Sud Paris et j'ai aujourd'hui la responsabilité du parcours cybersécurité du master IP Paris. Alors, quel problème cherchez-vous à résoudre ? C'est comment sécuriser les communications et en particulier le protocole TLS, puisque c'est un protocole assez important qu'on peut appeler comme une brique de sécurité essentielle d'Internet. Et c'est intéressant puisque quand j'ai commencé ma thèse, on était dans les années 2010 où le protocole a été très éprouvé. On a découvert de nombreuses vulnérabilités, notamment des vulnérabilités sur les différentes implémentations qui existaient. Ce qui était intéressant, c'est que par exemple, certaines vulnérabilités mettaient en défaut la sécurité et abaissaient le niveau de sécurité parce qu'on avait mis TLS. C'était par exemple le cas de Heartbleed, une vulnérabilité dans la bibliothèque OpenSSL qui permettait de récupérer de l'information alors qu'on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas activé TLS. Pour résoudre ce problème, j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux de solutions. Lesquels ? Le premier niveau, c'est déjà travailler sur les spécifications, c'est-à-dire comprendre les protocoles qui nous intéressent. Ça, c'est une première étape qui mène ensuite généralement à l'implémentation de certains morceaux dans le but de se demander comment on peut implémenter correctement ces protocoles. Et la 3e partie consiste aussi à tester les implémentations existantes. Et l'ensemble de ces idées-là, ce sont des choses auxquelles je travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle GASP, qui est un projet financé par l'ANR. Si je comprends bien, dans le projet GASP, vous vous intéressez principalement à tester des implémentations existantes. Tout à fait, on s'est beaucoup intéressé à l'analyse des implémentations existantes et l'outil qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est un outil qui sert à inférer les machines à état des implémentations réelles. L'idée, c'est qu'on va essayer de reconstruire le fonctionnement interne des implémentations, donc sous la forme d'un automate. Et notre objectif, c'est de comparer ces machines à état qu'on a réussi à construire en interagissant avec une implémentation, le comparer à une implémentation de référence, on va dire un automate de référence, un automate idéal. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois de trouver des vulnérabilités ou même parfois juste des écarts à la spécification, puisque ce sont déjà des éléments qui sont intéressants. Pour bien comprendre, vous pouvez nous donner un exemple de vulnérabilité ? Alors un exemple qui en fait était une des pistes avec lesquelles on a commencé, c'était le contournement de l'authentification dans TLS. L'idée, c'est que quand un serveur se présente à un client, eh bien, il va décliner son identité, donc c'est-à-dire présenter son certificat. Ensuite, il va prouver son identité en signant un message avec sa clé privée. Et enfin, on va pouvoir avoir une discussion entre le client et le serveur puisque le client a vérifié l'identité. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Nous, ce qu'on a constaté, qu'on connaissait déjà, mais on en a trouvé d'autres dans d'autres implémentations, c'est qu'il existe parfois des courts-circuits dans lesquels un serveur pourrait présenter son identité, omettre de prouver son identité, c'est-à-dire ne pas signer le message suivant, et puis continuer comme si de rien n'était. Et bien, ce qu'on constate, c'est que certaines implémentations acceptent ce chemin que j'ai appelé un court-circuit, dans lequel finalement le serveur ne s'est pas authentifié, ce qui permet d'usurper l'identité de n'importe quel serveur. Ok, une fois que vous avez identifié la vulnérabilité, comment vous vous y prenez ? À partir des vulnérabilités qu'on a trouvées, on a essayé de les remonter sous la forme de rapports auprès des développeurs des différentes implémentations qu'on a étudiées. Ce qui a été intéressant dans la plupart des cas, c'est qu'on a eu des retours. Les développeurs nous ont proposé des versions corrigées. Et puis nous, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on vérifiait que le comportement dangereux avait effectivement disparu en refaisant passer nos outils et en vérifiant que les courts-circuits n'existaient plus. Donc ça marche. Ah oui, ça marche. On a trouvé un certain nombre de bugs, on les a fait corriger. Mais il faut savoir que comme tout outil, il y a évidemment des limitations, puisque notre approche, elle repose sur l'utilisation de messages abstraits. On va interagir avec l'implémentation en utilisant seulement un vocabulaire, on va dire, restreint. Et donc la question qui va se poser, c'est quel est le vocabulaire qu'on choisit pour reconstruire la machine à état. Et on va devoir trouver un compromis entre l'efficacité de nos outils et la précision qu'on va obtenir, c'est-à-dire l'information détaillée qu'on va obtenir sur l'implémentation.
Vous travaillez surtout sur des outils open source et dans ce cadre, vous avez des échanges avec des entreprises, des éditeurs, mais ça va plus loin que ça. Oui, depuis un an, on a essayé d'étendre ce travail au-delà de TLS et on s'intéresse en particulier à un certain nombre de protocoles dans le monde des systèmes industriels, c'est-à-dire là où on trouve des automates qu'on peut retrouver dans la gestion technique de bâtiments ou dans les chaînes de montage. Et en particulier, on s'intéresse au protocole OPC-UA. C'est quelque chose qui pourrait, à terme, intéresser les entreprises de pouvoir tester leurs implémentations de ces protocoles, là encore, complexes et qui peuvent avoir certains écarts aux spécifications. Olivier Levillain, d'où vient cette passion pour la cybersécurité ? Ce qui m'a guidé un petit peu dans tout ce parcours, c'était l'intérêt pour les aspects techniques de l'informatique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable dans la sécurité des systèmes d'information. C'est qu'il y en a beaucoup de sujets, et des sujets qu'il est intéressant de savoir traiter, surtout en relation les uns avec les autres. Donc c'est vraiment un domaine qui est riche et passionnant, même si parfois c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas tout traiter, tellement le sujet est vaste. Vous avez une anecdote en tête ? Je me souviens particulièrement d'un moment, en septembre 2014, où la même semaine, on a eu 2 jolies vulnérabilités, à la fois sur les aspects shell, donc fonctionnement des interpréteurs dans les machines, donc c'est shell shock, et puis une vulnérabilité cryptographique sur la vérification de certificats dans les produits Mozilla. Les 2 sont arrivés la même semaine, donc on a vraiment, voilà, c'est le moment où on s'éclate à essayer de comprendre comment ça fonctionne et essayer surtout de trouver des solutions, parce que parfois les correctifs ne sont pas encore disponibles, et donc il faut comprendre quand est-ce qu'on est vulnérable et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant le patch. La cybersécurité, c'est un secteur qui recrute, il y a d'énormes besoins, tout le monde cherche des compétences et il n'y a pas assez de jeunes étudiants formés. C'est le problème, mais vous avez développé une méthode atypique pour les recruter. Laquelle ? C'est de faire des compétitions de sécurité, ce qu'on appelle des CTF, Capture the Flag, puisque c'est une manière d'attirer les gens à la sécurité par le jeu. Et voilà, on va retrouver des épreuves qui consistent à trouver un mot secret, ce qu'on appelle le flag, soit dans un fichier, soit après une exploitation d'une vulnérabilité. Un exemple de telle compétition, c'est le 404 CTF. Donc ça, c'est une compétition qui a été organisée par les étudiants de Télécom Sud Paris, en partenariat avec le ministère des Armées et OVH. Ça a été une très belle compétition qui s'est déroulée au printemps 2022, dans laquelle les étudiants donc, de TSP, surtout le club Academint, a donc proposé cette compétition qui a réuni plus de 2800 joueurs, 71 épreuves et qui a duré sur 4 semaines. On voit ça comme un des moyens de venir à la cybersécurité. Il y a d'autres moyens d'attirer les jeunes ? Alors je le pense parce que le CTF, c'est un des moyens, comme je le dis, qui traite surtout des aspects offensifs. Alors qu'il y a aussi des défis incroyables côté défensif. C'est bien aussi de proposer des corrections et parfois, on le voit, c'est un défi complexe. Et on peut aussi venir par là, à la cybersécurité, par le logiciel libre, puisque c'est un moyen aussi d'apporter sa pierre à l'édifice pour comprendre comment sécuriser des choses existantes. Et le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui s'intéressent aux aspects techniques de l'informatique, c'est vraiment de creuser ces aspects techniques, puisqu'ils sont essentiels pour comprendre nos systèmes aujourd'hui et les systèmes de demain, et ils sont essentiels pour pouvoir les sécuriser. Est-ce qu'il y a des livres que vous pourriez conseiller pour découvrir la cybersécurité ? Il y en a un qui date de 2011, c'est le livre de Kevin Mitnick qui s'appelle Ghost in the Wires, dans lequel Kevin Mitnick, donc qui était un jeune qui a commencé très tôt à hacker, on va dire, à essayer d'attaquer des systèmes, puisqu'il a commencé à 12 ans en 1975. Et ce livre raconte un petit peu son épopée à travers tout un tas de systèmes d'information qu'il avait réussi à pénétrer. Et après, on va dire, la traque du FBI pour essayer de le retrouver, traque qui a duré environ 20 ans, puisqu'il a été enfin arrêté en 95. Et voilà, après avoir été un certain temps en prison, il est ressorti et maintenant il est consultant en sécurité, donc il vend son expertise aux entreprises. Et puis, un livre de Cliff Stoll, qui a déjà été cité par Hervé Debar dans une précédente émission, qui s'appelle The Cuckoo's Egg, qui a été publié en 1989, dans lequel l'auteur explique qu'il était chercheur dans une université et qu'il a découvert qu'il y avait des attaques sur son système d'information. Mais lui, il était chercheur, pas spécialement en sécurité, puisque ça n'existait pas vraiment à l'époque. Et donc, ce livre raconte cette fois une épopée, mais de l'autre côté. Comment est-ce qu'on découvre qu'il y a une attaque, comment est-ce qu'on comprend les motivations de l'attaquant, et comment on essaie de le traquer pour essayer de faire en sorte que ça cesse. Merci Olivier Levillain d'avoir accepté de partager votre passion sur la sécurité des systèmes d'information avec nous. Merci, au revoir. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Science Num sur les plateformes de téléchargement. À bientôt.